Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi 28 janvier 2001. Allons tout de suite en kiosque avec une presse qui a beaucoup porté sur l'accident survenu du côté de Sanchou à l'ouest Cameroun. Commençons donc par le quotidien Le Messager qui met en sa une Tchang, la falaise de la mort avec pour bilan 53 personnes mortes calcinées et 29 blessés graves, à savoir des brûlés à divers degrés. Le quotidien Le Jour parle du drame 53 morts à Tchang, adultes, femmes, enfants, jeunes, brûlés vifs dans un accident alimenté au carburant. Le quotidien Mutation parle de Tchang Sanchou, tombeau ouvert. La falaise de Tchang a englouti à mort 53 personnes dans une collision incendiaire entre un bus de transport interurbain et un camion bourré de carburant frelaté et évidemment avec à son bord un gendarme et un douanier pour faciliter le passage aux différents contrôles, le poste de contrôle. Le journal Le Popoli parle de Sanchou hécatombe sur la falaise. Sur cette caricature en image, le gouverneur de la région de l'Ouest s'exclame: femme là en plein jour, un camion de Zoazoa fait bisou à un car de transport qui, comme l'illustre à merveille l'image en second plan. Parlant ici de bisous, c'est une expression déguisée pour parler ici de collision entre les deux véhicules. Et puis le quotidien Cameroun Tribune parle de Axe Tchang-Sanchou, horreur sur la route, 53 personnes décédées brutalement, 23 blessés graves. Paul Biya adresse ses condoléances aux familles éprouvées et apporte tout son soutien et réconfort aux blessés graves en prescrivant une prise en charge gratuite. Le quotidien La Nouvelle Expression d'en conclure, c'était un mercredi noir à Tchang avec plus de 53 morts, comme le déplore aussi le quotidien Émergence. Voilà ce qu'on peut retenir pour l'essentiel de la revue de presse sur cette actualité, à savoir l'accident à la falaise de Tchang. Tout au moins dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression, on peut revenir sur Douala. Il tue son père. Brandon, 17 ans, avoir introduit un raticide dans le repas de son géniteur. Raticide, ce qu'on appelle communément Arata Chopdai. Et donc, le géniteur rentré de chantier de bâtiment. Il a demandé à son fils de lui réchauffer son repas de la veille. Celui-ci a eu la démoniaque idée d'introduire du raticide. A-t-il le présumé assassin a donc reconnu à l'issue d'un conseil de famille qui s'est tenu urgemment. Lui, le jeune Brandon et sa maman ont été interpellés, gardés à la brigade territoriale de gendarmerie de Ndorbon. Voilà pour ce qui est donc de ce qu'on peut retenir de la revue de presse de ce matin. Si aussi on peut revenir sur ce fameux trafic d'enfants avec cette jeune dame de 19 ans qui, après avoir accouché son enfant, l'a vendu à 1 million de francs à un promoteur d'hôtel qui est présenté comme le cerveau du trafic d'enfants. Et puis le ministre de la Famille et de la Promotion, le ministre de la Famille et la ministre de la Femme et de la promotion de la famille qui s'indigne que le Cameroun, le phénomène a pris des proportions inquiétantes. Voilà ce qu'on peut retenir pour la revue de presse de ce matin. Place à présent avec nos invités du jeudi, évidemment Camille Nélé, bonjour. En attendant, évidemment, l'arrivée de Guy Hervé Fongrand. Jean-Paul Chounel, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Effectivement, comme vous le dites, je démarre l'émission seule aujourd'hui. Ce n'est pas aisé, mais nous attendons, nous espérons que Guy Hervé Fongrand nous reviendra très bientôt. Camille Nélé, comment vous avez vécu ce qui s'est passé hier sur la route de Tchang? Avec beaucoup de tristesse, beaucoup de désolation. Vous vous doutez bien, 53 personnes qui meurent d'un seul coup, à cause de quoi? À cause, pas certainement de la vitesse, parce que personne ne parle de vitesse dans les divers reportages que nous avons lus dans la presse matin. Et puis, connaissant bien cette route, on ne peut pas se permettre de rouler à des vitesses folles. Mais par contre, on peut se dire que c'est à cause du brouillard, parce qu'aux premières heures de l'aube, en fait, du crépuscule, vers 17-18 heures, le brouillard envahit cette zone jusqu'aux premières heures de l'aube. Donc on peut bien penser que c'est à cause du brouillard, mais non, à cause certainement de l'imprudence. Que s'est-il passé? Quel est le véhicule qui s'est retrouvé du côté de l'autre? Seuls peut-être les constats et l'enquête qui se suivront nous le diront. Mais toujours est-il que le résultat est la collision frontale entre un bus
de Ménois Voyage et un camion transportant de l'essence frelatée. Et quand on parle de l'essence frelatée, les gens ne comprennent pas qu'effectivement, ce camion-là n'était pas fait pour transporter de l'essence. Parce que l'essence, on ne le transporte pas dans les fûts. Bon, et maintenant, on comprend bien que c'est de l'essence venue certainement du Nigeria ou du nord-ouest et qui devait être mise en vente, comme on le voit de plus en plus en bordure de route, dans de l'essence qui n'est pas de l'essence distribuée de manière normale et officielle. Donc, on se retrouve, c'est un trafiquant d'essence qui se baladait au petit matin, qui a roulé pratiquement toute la nuit pour se retrouver aux premières agglomérations, au petit jour, pour pouvoir distribuer sa camelote. Bon, alors... Mais Camille, quand on observe la position des deux véhicules, comme on peut le voir là à la une du quotidien, la Nouvelle Expression, le bus de transport de 70 places qui se retrouve pratiquement sur le bas-côté, et on voit bien que le camion le camion calciné se trouve pratiquement au milieu de la chaussée. Est-ce que cela ne peut pas laisser entrevoir que c'est le camion qui s'est déporté et pourrait poser le problème de l'état physique des conducteurs? Vous savez, c'est difficile. De toutes les manières, aux dernières nouvelles, le conducteur du camion qui, lui, est sorti pratiquement indemne, mais qui est encore à l'hôpital, dit que lui, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a encore la tête tellement en bruit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc on ne peut pas le dire comme ça de tout de go que c'est à cause du conducteur du camion ou à cause du chauffeur. Mais une chose est certaine, l'un des deux a commis l'erreur de se retrouver du côté de l'autre. Et à cause de la mauvaise visibilité, il y a eu effectivement le choc. Mais la seule chose à observer, c'est qu'il faut toujours recommander beaucoup de prudence. Surtout à la falaise. Et non seulement celle-là, il y a aussi la falaise de Bati aussi, qui est aussi très très dangereuse. Il y a aussi l'autre falaise du côté de Ngaoundéré, là aussi où il y a souvent le brouillard. Là-bas, non, la moindre chute est fatale. Il est vrai que même celle-ci a été fatale. Donc, se dire que quand on se retrouve sur ces zones, sur ces axes très très dangereux, à cause des aléas climatiques, des aléas de la température, à cause du brouillard, il faut être hyper prudent. Bon, maintenant, au-delà de la présence, ce camion qui transportait de l'essence, normalement, ce monsieur et le propriétaire de ce camion devront subir les foudres de la loi. Ils ne peuvent pas se permettre de transporter du carburant. Il faudrait bien qu'ils expliquent d'où venait ce carburant, à quoi devait servir ce carburant. Est-ce que ce véhicule était adapté pour transporter du carburant? Donc, c'est toute une autre chaîne de responsabilité qu'il va falloir établir maintenant, après l'accident. Mais au bout du compte, du moins provisoirement, il y a déjà 53 morts parce qu'il y a des personnes brûlées au deuxième et au troisième degré, et il n'est pas certain que toutes celles qui sont à l'hôpital sortiront de là. Donc, vous voyez, une fois de plus, à cause de la cupidité des gens, c'est-à-dire que ces opérateurs économiques qui peuvent se permettre de vendre de l'essence frelatée, de transporter de l'essence frelatée dans n'importe quelle condition, à cause peut-être de l'inadvertance ou bien de la fatigue de ce chauffeur qui est parti, lui, de Douala vers 3 h du matin, comme on nous dit. Hein. Et à cause de tout cela, donc, on se retrouve avec beaucoup de gens, parmi lesquels nous étions plusieurs membres d'une même famille qui se rendaient du côté de la Ménois pour les besoins d'une cérémonie funéraire. Donc, vous voyez, c'est un véritable gros drame qui tombe sur la communauté nationale, comme ça, en pleine période de Covid, en pleine période de Coupe d'Afrique. C'est pathétique. Camille, un autre aspect dans la chaîne des responsabilités, d'après le premier constat des forces de maintien de l'ordre, parvenu, qui a été même d'ailleurs, qu'on a retrouvé un peu partout, il se trouvait à bord de ce camion un douanier et un fonctionnaire de douane et un gendarme qui ont pris la fuite après cet accident. Camille, comment des agents du maintien de l'ordre censés lutter contre ce trafic se sont retrouvés à bord d'un camion transportant ce carburant, peut-être qui aurait dû être interpellé bien avant par les différents postes de contrôle? Est-ce que la présence de ces deux hommes en tenue, on ne va pas tout de suite établir qu'ils étaient complices de cette affaire jusqu'à ce que les enquêtes le prouvent? Est-ce que leur présence n'a pas aussi contribué à dissuader un peu
leurs collègues qui se trouvent en route, qui trouvent normalement que quand il y a 2 hommes en tenue à bord d'un véhicule, peut-être que ça ne vaut pas la peine de contrôler. La question ne se pose même pas. On ne peut pas se demander pourquoi, comment un gendarme et un douanier pouvaient se retrouver à la cabine de ce véhicule au même moment. Bon, et à moins de penser que ce gendarme et ce douanier étaient en train de se déplacer de manière clandestine, en se disant que bon, on prend ce camion, on s'en va, mais c'est trop suspect. Et de deux, pourquoi ne les avons pas retrouvés? Pourquoi ont-ils pris la fuite après l'accident? La seule personne qui pourra éclairer la lanterne des enquêteurs, c'est bien entendu le chauffeur, qui reste encore lucide. Vous l'avez vu à la télévision ce matin, moi je l'ai vu sur à Equinox Télévision, qui parle encore, qui est en train de dire que lui, il est complètement brûlé. Donc lui, il pourra dire où il a pris les gendarmes, où il a pris les douaniers, et d'un et de deux. Maintenant, quelle est l'identité de ce douanier et ce gendarme? Parce il faut les retrouver. Il va être obligé de lâcher le morceau, de dire ce qui s'est passé. Et maintenant, ça va permettre aux enquêteurs de remonter la filière et de comprendre jusqu'à quel niveau ces 2 agents de l'administration étaient impliqués dans ce trafic. Mais vous imaginez bien que convoyer un camion plein de carburant frelaté devait leur apporter certainement peut-être 1 million à chacun d'eux. Bon, maintenant, non seulement ils ont perdu, mais maintenant, et leur carrière et leur liberté sont en jeu. Camille, est-ce que le simple fait d'avoir pris la fuite, qui est d'ailleurs un délit qu'eux-mêmes ils sanctionnent durement sur la... Est-ce que avoir pris la fuite n'est pas un indicateur suffisant de leur culpabilité dans cette affaire? Non, c'est clair. C'est clair. C'est clair, Jean-Paul Choudien, c'est clair. Ils ont pris la fuite parce qu'ils ne tenaient pas à être présents après l'accident. Ils ont pris la fuite parce que... On imagine l'arrivée du gouverneur et même de leur propre patron. À quelles unités appartenaient-ils? Il est certain qu'ils appartenaient à une unité de la région de l'Ouest. Mais quelle unité? Et quel était leur poste? Parce qu'ils étaient certainement dans un poste de contrôle, ou alors s'ils n'étaient pas sur un poste sur un checkpoint, ça veut dire qu'ils étaient dans le coup et ils ont pris leur tenue et leur accoutrement pour accompagner le carburant certainement jusqu'en Konsamba, jusqu'à Banga. Donc il est clair que c'est un réseau bien huilé qui avait non seulement les fournisseurs qui fournissent le carburant peut-être en provenance du Nigeria jusqu'aux les accompagnateurs, maintenant le convoyeur qui est le chauffeur et maintenant les facilitateurs que sont les gendarmes et les douaniers. C'est tout un réseau, vous savez, et c'est pour ça qu'il y a des moments où je me pose la question quand je traverse certains axes où je vois de l'essence qui est vendue en bordure de route. On se pose comment ça reprend encore. A-t-on puisé ça dans une source juste en contrebas? Camille, pour rester sur la responsabilité de ces 2 agents, est-ce que on se rappelle que hier, le ministre de la Défense a sorti un communiqué pour mettre en garde des jeunes Camerounais qui veulent entrer dans l'armée contre ces hommes qui sont souvent présentés comme des facilitateurs pour leur entrée dans l'armée contre souvent forte somme d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'attitude de ces 2 agents, notamment le douanier et le gendarme, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne pose pas un sérieux problème dans l'entrée au sein des forces de défense, où l'enquête de moralité a pratiquement disparu, où un bonhomme peut se lever un matin, après avoir mené des activités criminelles et de filouterie et de contrebande, avec un peu d'argent, il accède dans une fonction comme celle-là, et sa tenue, son accoutrement et ses attributs lui servent de passe-droit pour faciliter le trafic de terrain. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui important de revoir tout cela? Vous savez, le Cameroun est le pays de tous les possibles. Avant, c'est-à-dire il y a très très longtemps, pour entrer dans la police, dans la gendarmerie ou dans l'administration, on était soumis à une enquête de moralité. Sévère d'ailleurs. On demande aux voisins, est-ce que vous le connaissez? On regarde dans votre... À votre insu, il faut le préciser. Bien entendu. Bon, mais cela aussi ne vous absout pas, parce que vous pouvez avoir été blanc comme neige, mais entrer dans le corps, vous pouvez être corrompu par le milieu dans lequel vous vous retrouvez. Et de deux. Mais vous savez, il y a aussi cette autre possibilité que beaucoup de gens ne connaissent pas, connaissent peu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, mais pas avec leur propre nom. C'est-à-dire que... Fausse identité. Fausse identité. C'est-à-dire qu'il prend carrément le nom de son petit frère décédé, de son cousin chômeur au village, qui a l'âge requis.
Bon, maintenant, il réussit, il entre dans le corps. Au lieu de rester calme. Et pendant toute sa vie, il peut même rester calme. Et pendant toute sa vie, il va jouir de son statut de gendarme, de policier, de militaire. C'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Ça, c'est connu. Mais bon, il y a des moments où on se dit que ça ne vaut pas la peine de les traquer tous. Bon, et maintenant, le ministre de la Défense vient de sortir sur communiqué et aussi, au gars, au fait, qu'il y a beaucoup de Camerounais, de jeunes Camerounais aspirants à entrer dans l'armée qui ont baissé leur âge. Bon, les actes de naissance de Kumba sont le ministre les a d'ailleurs mis en garde là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez très bien qu'il y en a. C'est vrai qu'on peut se dire que, dis donc, le gars n'a pas pu entrer dans l'armée quand il avait 22, 23 ans. Bon, maintenant qu'il a 26, 27 ans et qu'il y a la possibilité d'entrer dans l'armée, il peut peut-être obtenir un nouvel acte de naissance. Bon, on peut comprendre peut-être que face au chômage, face à l'inactivité, face aux difficultés de la vie, le gars se dit que bon, je peux vraiment essayer par tous les moyens d'entrer, mais toujours est-il qu'il ne peut pas le faire en violant la loi, il ne peut pas le faire en tombant dans les infractions. Ils viennent aussi avec des mauvaises intentions, parce que si vous pouvez accéder frauduleusement à l'armée et vous calmer, ça ne ferait de mal à personne. Mais je ne peux pas dire qu'ils viennent forcément avec de mauvaises intentions. Le type qui baisse son âge ne vient pas forcément en se disant que si je baisse mon âge, arriver là-bas, il va me sentir. Non, je ne pense pas. Il veut entrer dans l'armée par tous les moyens. Après une fois dans l'armée? Bon, maintenant, après une fois dans l'armée, c'est sa nature. Ça lui ouvre d'autres opportunités. Sa nature et son éducation et même le milieu environnant qui va le changer. Parce que on a souvent vu des jeunes qui sont entrés dans un corps et qui ont fait une bonne carrière pendant de longues années. Et un jour, tout simplement, il se retrouve avec des ripoux, dans une équipe de ripoux. Qui l'embarque. Et maintenant, il se met aussi à faire ce qu'il a trouvé qui lui permet de gagner de l'argent. Regardez, il y a par exemple des gendarmes qui, dès qu'ils entrent dans la gendarmerie, ils ont une option. Soit ils entrent à la brigade routière. Tout à fait. Soit ils entrent dans l'Antigan. Soit ils entrent à la CEMIL. Ils savent qu'à la brigade routière, tu es sûr de faire les contrôles chaque jour. C'est 1000 francs. En bordure de route, l'argent tombe systématiquement. Moi, je pense que le secrétaire d'État à la Défense devrait être très, très regardant sur justement ces gendarmes qui font la brigade routière et qui se font un argent fou. Ça, c'est connu de tous depuis de longues années, mais ça continue. Oh, je ne peux pas vous raconter. Il y a plein d'anecdotes de gendarmes majors qui possèdent des maisons à étage et des véhicules, tout simplement parce que chaque jour, ils étaient capables de faire une cotisation de 50 000. 50 000 par jour. C'est-à-dire, ils rentrent chez lui avec 50 000, ils mettent ça dans la cotisation. Imaginez, 50 000 par jour pendant un mois. Oui. Et maintenant, ce gendarme, lui, qui va en route, qui est envoyé en route par le commandant de brigade, en revenant de route, il donne sa part au commandant de brigade. Il y en a d'autres qui entrent uniquement à l'Antigan. Ils savent qu'à l'Antigan, vous avez la possibilité d'arrêter des bandits, de leur arracher de l'argent, de leur arracher même des trucs. Il y en a qui entrent tout simplement à la CEMIL, on sait très bien que malheureusement, la sécurité militaire, il faut le dire, et beaucoup de gens ne savent pas, ne s'occupent que des enquêtes militaires. Mais il y a des agents de cette sécurité militaire qui sortent du cadre de leur mission pour aller même interpeller des gens pour des problèmes de loyer impayés. Donc, il y a des gens, je ne parle que de la gendarmerie, ça va là pour la police aussi. Tout à fait. Donc, il y en a qui choisissent uniquement des filières dans certains corps parce qu'ils savent très bien que ça apporte de l'argent facilement. Donc, cette précaution que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, elle est importante dans la mesure où il veut limiter aussi l'entrée trop frauduleuse de gars qui ont dépassé l'âge et donner la possibilité à ceux qui ont encore l'âge de pouvoir entrer dans la... Camille, revenons toujours sur les chaînes de responsabilité. Il y a quand même ce bus qui on dénombre 53 blessés, avec 53 morts avec 29 blessés. Ça donne un total de 82 personnes à bord d'un bus de 70 places. Le même bus a traversé des contrôles de police, de brigade routière de Douala jusqu'à Santou. Est-ce que ces postes de contrôle n'ont pas leur part de responsabilité dans ce qui est aussi arrivé de façon indirecte? La première responsabilité, c'est la responsabilité du convoyeur, du chauffeur. Il peut partir de Douala avec 70 passagers ou bien avec 40 passagers, 30. Tout à fait. Et en cours de route, il ramasse. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Oh, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ce qui est mauvais dans la mesure où à un moment donné, le nombre de passagers dépasse la contenance officielle du véhicule. Moi, j'ai pris un véhicule un jour de Bépanda justement,
je me rendais à Bamenda. C'est-à-dire que nous avons fait pratiquement 7 heures en route, tout simplement pourquoi il prend quelqu'un ici, il descend 2 kilomètres plus loin. Fait du taxi. Du taxi. Et le chauffeur, lui, ça l'arrange parce que lui, c'est des extras qu'il peut se mettre dans la poche. Mais toujours est-il que les instructions du ministère des Transports ont prescrit un nombre bien défini de passagers par rapport au gabarit de la voiture. Mais ce nombre n'est jamais respecté par certaines petites agences, parce que bon, on ne peut pas parler des agences qui ont pignon sur eux telles qu'on les connaît. Tout à fait. Là, on ne badine pas avec ce genre de choses. Mais surtout dans cette ligne qui va de l'ouest un peu partout, vraiment c'est la pagaille totale, rien n'est respecté, il y a des surcharges extraordinaires, il y a même le milieu il faut indiquer que c'est sur cette axe où on compte le plus grand nombre de postes de contrôle. On ne comprend donc pas comment ces véhicules... Mais vous savez très bien que le véhicule, quand il arrive au contrôle, il glisse 2000 francs, c'est terminé. On ne prend même pas la peine d'identifier les passagers qui sont on n'identifie pas, on ne regarde rien. L'agent de sécurité qui a vu le dossier du véhicule, qui ne regarde pas s'il y a des gens qui sont sur le banc de touche, vous savez ce qu'on appelle le banc de touche. Tout à fait, les tabourets installés le long des couloirs, voilà. Et sur les escaliers. Et il y a même des autobus sur lesquels certains passagers sont debout. Ils acceptent d'être debout pour qu'ils puissent arriver. Donc ce genre de choses-là, vous allez faire comment pour lutter contre cela tous les jours et à tout moment? Parce que les premiers responsables sont les responsables des agences de voyage, sont les convoyeurs, les chauffeurs de ces bus. Et c'est des fléaux qui sont camerounais et contre lesquels vous n'allez pas lutter. Parce que le chauffeur se dit que, dis donc, moi, ici, il faut que je prenne ma part. Avant d'arriver chez moi, tout ce qu'il a collecté en route... Ils sont souvent mal payés, comme on le dit. On ne sait pas. Il est difficile de le dire. Il y en a qui disent qu'ils sont mal payés. Sauf qu'ils ignorent qu'ils se mettent eux-mêmes en danger. Tout à fait. Camille, pour une autre troisième chaîne de responsabilité, le ministère des Transports, à l'entame de l'année, le ministre des Transports avait indiqué 0 accident sur nos routes. Est-ce que quand on voit tout ce qui arrive là, quelque part, le ministère des Transports n'est pas en train d'échouer dans sa politique mise en place qui était de 0 accident, même si le risque 0 n'existe pas? Je vais vous dire une chose. J'ai vu un texte, un titre dans un journal ce matin qui m'a fait pouffer de rire. Agissez, monsieur le ministre, au lieu de rester assis. Réalité plus, pour ne pas le nommer. Alors, vous voyez, quand un journaliste peut se permettre de sortir un titre aussi grotesque, et quand tu regardes toute l'activité que déploie le ministre Ngale Bibeye depuis qu'il est au ministère des Transports, même pas seulement depuis le début d'année, 1, pour limiter les accidents, 2, pour sécuriser au maximum les passagers dans les bus, pour conscientiser les agents de voyage. Sans compter les fois où lui-même, à bord de son véhicule, débarque dans une agence de transport. Est-ce que ces actions ne sont pas limitées, Camille? Elles ne sont pas limitées. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il peut, de ce qui est humainement possible. Parce que l'autre côté, maintenant, l'autre part, c'est les conducteurs de bus, c'est les propriétaires de ces état des véhicules. L'état des véhicules. Or, moi, je pense, et beaucoup sont unanimes à dire que ce ministre des Transports est l'un des ministres les plus prolifiques que l'on a connu et qui est sur le terrain. Imaginez, il y a eu un accident tout récent, il était sur les lieux 2 heures après. Il a quitté Douala, c'était justement du côté du Mbam. De nouveau Andy Kinimeki. 2 heures plus tard, il était en pleine nuit. Donc, c'est vous dire qu'on ne peut pas dire, monsieur le ministre, agissez. Il va agir quoi? C'est lui qui va aller contrôler le camion qui portait de la... Camille, tout au moins, est-ce que face à cette situation, l'heure n'est pas venue de mettre une véritable batterie coercitive contre... Malheureusement, chaque fois qu'on prend des mesures coercitives, elles sont mal appliquées, il y a une certaine négligence, il y a un certain laxisme qui est observé, parfois des pots de vin circulent et que, quand je le dis, c'est-à-dire les différents ministères impliqués, c'est-à-dire le ministère de la Défense à travers le secrétariat d'État à la Défense qui assure la prévention routière, le ministère des Transports, est-ce que même le ministère des Travaux publics pour l'état des routes, est-ce que le moment n'est pas venu de prendre des mesures coercitives pour que ceux qui se retrouvent en indélicatesse soient sévèrement punis? Vous allez faire quoi? Vous savez, les Camerounais ont l'art très consommé de contourner tout ce qui peut maintenir les gens. Parce que c'est contournable aussi, Camille. Et généralement avec la complicité des agents publics. C'est pour ça que je dis que les Camerounais ont l'art de contourner. Ils ont cet art de contourner. Vous aurez beau déployer toute votre bonne volonté, vous aurez beau déployer toutes sortes de batteries préventives et coercitives même, vous allez toujours trouver des gens qui sont là pour contourner. Et pourquoi? Ce n'est pas faute
au ministre de ne pas essayer. Ce n'est pas faute au gouvernement, c'est pas faute. La défaillance dans le système. Non, c'est déjà une question de mentalité. Cette mentalité-là, on ne sait pas comment la combattre aujourd'hui. Et moi, je dis que tous les jours, pourtant, ces conducteurs de bus, ces chauffeurs de bus voient très bien, sont conscients du fait qu'en prenant le volant, en état d'ébriété, ils ont dans leur bus une soixantaine de personnes, une soixantaine de vies. En faisant de la vitesse ou alors en faisant des dépassements imprudents, ils peuvent engager la mort. Mais malheureusement, vous allez faire quoi? Maintenant, quand ce type-là, qui a pris deux ou trois bières avant de prendre la route... Ils disent souvent que ça leur permet d'être en forme. D'être en forme. Et maintenant, qui va faire un dépassement risqué, et maintenant qui provoque un accident. Vous allez dire que le ministre est responsable en quoi dedans? Donc c'est pour ça que je dis qu'on a beau multiplier. Ne pensez pas que les responsables ne pensent pas à ça. Ces responsables ont de la famille et savent que ce sont des hommes. Ils savent très bien qu'ils sont là pour gérer les problèmes. Donc, malheureusement, je vous le dis, les Camerounais ont là de tout faire pour se trouver toujours en marge de la loi, en marge de la réglementation, au péril de leur propre vie. Tout à fait. Camille, face à cette situation que vous décrivez, que tout le monde sait, elle est très grave, est-ce que on a fait trop de sensibilisation, les gens, la mentalité ne change pas. Est-ce qu'aujourd'hui, ça amène à ne pas, est-ce que cela n'amène pas à revoir le système, je veux dire le système politique, le système de gouvernance, à savoir que la démocratie a laissé trop de liberté et qui est devenu libertinage? Est-ce qu'on ne devrait même pas essayer le système totalitaire et même dictatorial? Alors quand vous allez essayer le système totalitaire, n'est-ce pas, on va traiter de totalitaire, on va traiter de dictateur. Vous voulez me faire penser à quelqu'un qui a dit que lui, dans sa jeune de mes grands-pères, il disait que les nègres ont les oreilles aux fesses. C'est-à-dire que vous parlez aux nègres, ils n'entendent jamais, mais tant que vous ne tapez pas, ils n'entendent pas. Alors vous allez... Puisque ça produit les résultats. Oui, ça peut être produit les résultats, mais c'était à une certaine époque. Aujourd'hui, vous allez le faire. Vous parlez de totalitaire, de dictatorial. Tentez. Vous allez voir comment on va vous ficher sur tous sur tous les sites internationaux. On va dire qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. Faut-il donc laisser la société camerounaise continuer à s'écrouler? Tout à l'heure, je veux, pour embrayer, il y a le cas du jeune Brandon qui assassine son père en mettant un raticide dans son repas qu'il lui a demandé de réchauffer pour lui. On parle de cette jeune dame à Yaoundé, 19 ans, qui a couché son bébé à 2 mois. Elle le vend à un promoteur d'hôtel qui l'achète à 1 million de francs. La ministre de la promotion, de la femme et la famille est sortie pour s'indigner de ces pratiques-là. Est-ce que quand on voit ce qui est en train d'arriver là, l'insécurité en milieu scolaire, la délinquance scolaire, Camille, est-ce qu'il l'heure n'est pas venue de frapper sévèrement du poing sur la table pour sauver la société? Auquel cas on deviendrait une jungle. En faisant quoi? Par exemple, en revenant à la chicotte. La chicotte, vous allez chicoter cet enfant qui a tué son père? Vous allez chicoter... Non, je parle d'un point de vue général. Je vous pose la question. Vous allez chicoter cette jeune fille qui a vendu son enfant parce qu'elle est enceinte, elle-même ne voulait pas de cet enfant. Le promoteur d'hôtel qu'on présente comme être le cerveau de cette trafic. Même d'abord par elle qui a vendu son enfant, qui a accepté de le vendre parce qu'elle se dit que cet enfant il n'en a pas besoin, mais si elle a 1 million de francs, elle peut faire quelque chose. Vous savez, ce sont moi, en vie observateur de cette société, ce sont les travers de la société. Et la société humaine, c'est une société qui est toujours faite de ce genre de travers. Vous allez toujours trouver des gens qui tuent leur père, leur mère, leur conjointe, leurs amis, pour une raison ou pour une autre. La violence est inhérente à la nature humaine. Regardez par exemple le cas de ce promoteur d'hôtel. Ce n'est pas parce qu'il est promoteur d'hôtel qu'on doit le mettre forcément au-dessus de la loi. Lui, il a certainement trouvé une combine de gens, de personnes qui veulent des enfants. Parfois des gens très haut placés, ils ne veulent pas respecter la procédure normale et légale d'adoption. Au lieu d'aller dans un orphelinat, ils se disent que non, je peux trouver un enfant très beau, un bel enfant quelque part, et maintenant Bon, donc, il le fait, il n'est pas le seul à le faire, il n'est pas le premier à le faire. Il y a plein de gens qui le font depuis très très longtemps au Cameroun et qui ne sont pas, neutralisés ou arrêtés. C'est tout comme, il en était peut-être à son premier coup. Donc moi je dis que, et ce n'est pas seulement propre au Cameroun, on trouve le fait partout. Moi j'étais dans un pays voisin que je ne veux pas citer, il y a quelques années, on a arrêté quelqu'un chez qui on a trouvé une quinzaine d'enfants qui étaient en train d'acheminer vers un autre pays, un
pays voisin de ce pays-là. On l'a arrêté, on se demandait comment. Or, lui, on pensait que ces enfants étaient des enfants qui étaient dans une école coranique, alors qu'en réalité, c'est des enfants que lui, il rassemblait pour aller vendre. Donc, il est difficile de lutter contre ce genre de travers, contre ce genre de méfaits, qui sont des méfaits sociaux, et qui sont tout simplement une source d'enrichissement pour certains. Et malheureusement, les gouvernements font ce qu'ils peuvent, il faut lutter contre cela. Mais quand vous me posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer ces travers-là? Non, ce n'est pas la chicotte, comme vous dites, ce n'est pas non plus la dictature, comme vous dites. La dictature, elle aussi, elle a ses limites. Donc, et quand vous allez appliquer la dictature, on va vous dire que vous êtes un dictateur, il faut partir. En tout cas, Camille, on va simplement dire... souhaiter aussi nos condoléances aux familles durement éprouvées. Camille, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Gervais Fongan qui nous a fait faux bon, peut-être certainement Gervais Fongan, c'est un lâcheur. Il a été empêché ou peut-être un problème de déplacement. Dans tous les cas, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants. Michel Ngachou et tout son panel.